Buenos días, estimados docentes de francés de primero y segundo ciclo y del programa de secciones bilingües de francés y de español del país. Les damos la más cordial bienvenida a este webinario organizado por el Ministerio de Educación Pública en el marco de la formación permanente dirigido al personal de los títulos 1 y 2 que se desarrolla el día de hoy. Este espacio formativo tiene como propósito fortalecer el desempeño del personal educativo, atendiendo necesidades identificadas en la práctica cotidiana y contribuyendo a un inicio del curso lectivo con bases sólidas para la gestión institucional y el aprendizaje del estudiantado. Agradecemos su participación y les deseamos un aprovechamiento óptimo de esta actividad. Este webinario tiene como nombre à l'école, dirigido a docentes de francés de primero y segundo ciclo y del programa de secciones bilingües de francés y español del país. El presente webinario tiene como objetivo fortalecer las habilidades comunicativas y los fundamentos curriculares del idioma francés, mediante el refrescamiento del desarrollo de la competencia de comprensión oral a partir del uso de audios y recursos didácticos diseñados para docentes de francés de primaria, con el fin de enriquecer sus prácticas de mediación pedagógica y favorecer el mejoramiento de los aprendizajes de la población estudiantil. A todas las personas participantes les solicitamos, por favor, estar pendiente y llenar el registro de asistencia que se va a compartir en este momento en el chat. Si se comparte en este momento, lo pueden ir llenando, si no dan un espacio y se estará compartiendo a lo largo de toda la actividad. Les saluda Yanori Solís Solís, soy asesora nacional del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, quien los acompañará como moderadora en este evento. Les contamos un poco acerca de la dinámica que tendremos. Estará distribuida de la siguiente manera. Primeramente, contaremos con las palabras de la asesora nacional de francés de primero y segundo ciclo, la señora Marilyn Araya Brenes, del Departamento de Primero y Segundo Ciclo de la Dirección de Desarrollo Curricular. Seguidamente, iniciaremos con la presentación principal de la capacitación a cargo de la experta Máster Iliana Arias Corrales. Y por último cerraremos con el espacio de consulta y respuestas en el que nos acompañará y nos ayudará con este espacio la señora Evelyn Garita, docente de francés de primero y segundo ciclo. De esta manera damos inicio a esta jornada de capacitación y a continuación escucharemos las palabras de bienvenida de la señora Marilyn Araya Brenes, asesora nacional de francés del Departamento de Primero y Segundo Ciclo de la Dirección de Desarrollo Curricular. Adelante, señora Marilyn Araya, bienvenida. Bonjour à toutes et à tous, chers enseignants de français du primaire. C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que conseillère nationale de français du primaire, afin de vous souhaiter la bienvenue à cette semaine de formation. De lundi à vendredi de 7h30 à 9h30, vous aurez l'occasion de participer à des sessions animées par des experts autour des thématiques qui ont été soigneusement sélectionnées dans le but de soutenir votre formation continue et de vous accompagner dans votre pratique quotidienne de l'enseignement et de l'apprentissage du français. Je tiens à souhaiter beaucoup de succès à l'expert qui nous accompagne aujourd'hui, Madame Iliana Arias, ainsi que l'ensemble de l'équipe enseignante qui participe activement à ces formations. Je vous souhaite une excellente semaine de travail, riche en apprentissage et en échange. Merci de votre engagement et votre participation. Merci. Agradecemos a doña Marilyn por sus palabras de bienvenida. Y para continuar, vamos a darle la bienvenida a la catedrática Iliana Arias Corrales, profesora de la Escuela de Lenguas Modernas desde el 2005 en el área de lengua francesa. Es titular de un máster en didáctica y management en FLE
y FLS. En medios plurilingües de la Universidad de las Antillas, Francia. De igual manera, posee una maestría académica en lingüística por la Universidad de Costa Rica y una maestría profesional en la enseñanza del español como lengua extranjera. Asimismo, ha realizado estudios de licenciatura en literatura francesa y posee un bachillerato en FLE por la Universidad de Stenhal, Francia. Adelante, doña Eliana, bienvenida. Bonjour, buenos días, muchas gracias, doña Yanori. Bonjour, chers collègues, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois, cette fois-ci. Ça sera modalité webinaire. Je suis très contente d'être ce matin avec vous et de partager le projet que nous sommes en train de développer encore, parce que oui, ça prend des années, et notamment la dernière partie que nous avons réussi à terminer, et les projets que nous aurons pour plus tard, notamment pour cette année, et tout ce qui a à voir avec le matériel de tercer grado. J'aimerais bien m'excuser parce que je vais parler en français tout le temps, mais puisque c'est les collègues du MEP qui s'occupent de la présentation, et donc je suis obligée de leur donner des consignes en espagnol. Merci beaucoup. La siguiente, por favor. Donc, comme je vous disais, comme Madame vous a dit tout à l'heure, ce matin, je vais vous parler de quelques réflexions sur l'apprentissage des langues étrangères chez les enfants, et bien évidemment, je vais vous présenter quelques ressources que nous avons disponibles pour vous. Siguiente. Voici le plan de travail de ce matin. Donc, je vais vous faire une petite introduction qui sera très rapide. Ensuite, en deuxième partie, nous allons parler de bases pour l'acquisition. Attention au changement de mots. Je ne vous parlerai pas tellement d'apprentissage, mais plutôt d'acquisition d'une langue étrangère chez les enfants. Nous allons découvrir pour certains et réviser pour d'autres quelques points de repère offerts par le neurosciences en matière d'apprentissage des langues étrangères. Et finalement, nous allons visiter un peu le site Internet et nous allons travailler un tout petit peu. Finalement, on va vous proposer un petit travail en autonomie qui sera fait sur un Padlet. Je vais vous expliquer, d'accord? Donc, j'espère que ça sera utile pour vous, tout ce dont nous allons parler ce matin. Siguiente, por favor. Par rapport à l'introduction, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que ce projet a commencé en 2022, en fait, décembre 2022, avec une première réunion que nous avons eue avec Madame la conseillère de primaire, Marilyn Araya, qui nous a fait part de certains besoins que les profs de primaire avaient. Et donc, c'est en réponse à ce besoin que nous avons décidé d'enflammer, de prendre cet engagement. Si j'avais su, comme je vous ai dit plusieurs fois, si j'avais su ce que c'était, c'est un grand engagement qu'on a pris, il me semble. Et donc, ça va faire, imaginez-vous, bientôt 3 ans que nous travaillons là-dedans. Siguiente, por favor. Le projet à l'école n'est pas un projet isolé, il fait partie d'un autre projet dont je suis responsable, qui a à voir avec la formation continue d'enseignants de français et de professionnels en langue française. Nous avons 2 publics visés, comme je viens de vous dire. Ce sont des enseignants de tous les niveaux et du ministère de l'Éducation, évidemment, mais aussi nous formons des collègues qui travaillent dans le système privé. Nous avons de même des collègues costariciens et aussi de l'étranger qui participent à nos activités, surtout parce que nous avons pas mal d'activités, d'ateliers en ligne et ils sont tous gratuits. L'objectif de notre projet en soi, c'est proposer des espaces d'échange et de formation continue, comme je vous disais. Donc, à la fin, si j'ai votre courriel, je vous ferai parvenir des invitations parce que nous avons des ateliers en didactique de langue, mais aussi de perfectionnement linguistique
et sur beaucoup de thématiques différentes. Siguiente, por favor. Je vous présente rapidement notre équipe de travail. Donc, à l'école, comme je viens de vous dire, c'est un sous-projet, pour ainsi dire, qui fait partie d'un gros projet d'action sociale. Et donc, moi, je suis la responsable. Nous travaillons de même avec Madame Maria La Paz Chacón, avec Madame Stéphanie Lebon aussi, notamment dans l'enregistrement d'audio. Siguiente, por favor. Nous avons aussi un ingénieur qui travaille avec nous pour tout ce qui est le son et les ressources didactiques et la création des sites Internet, donc Oscar Garbanzo. Et nous avons deux assistantes. Nous avons Nicole Vargas, qui est une étudiante de français, et Malu Ives, qui est une assistante qui vient de Punta Arenas, de la sede de Punta Arenas, et qui étudie, la licence en informatique et technologie multimédia. Donc, c'est grâce à cette super équipe que nous avons parvenu à faire des changements et à faire un travail, comment dire, beaucoup plus professionnel du point de vue technique. Siguiente, por favor. Et bien évidemment, en ce qui concerne à l'école, qui est un projet surtout de ressources audio, nous savons les voix de deux enfants qui ont commencé en CE1 et là ils sont en CM2, quinto grado. Maria Pia Flores qui fait la voix de Léa et Dario Toruño qui fait la voix de Simon. Plus tard, je vous raconterai un peu l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Merci. Donc, siguiente, por favor. Pourquoi à l'école, c'est une initiative au service des enseignants? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un besoin qui avait été détecté par la conseillère. Et donc, c'est encore, je pense, à la fin de la pandémie que nous avons commencé à nous réunir avec des enseignants de français pour leur demander quels étaient les besoins par rapport aux audios. Parce que s'il est bien vrai qu'il existe une quantité immense d'audios partout sur Internet, ce que vous saviez souligner, bon, ceux qui ont participé, les 16 personnes qui ont participé à cette réunion, ils ont souligné que les audios n'étaient pas contextualisés, qu'ils n'étaient pas adaptés aux besoins des enfants et à vos besoins en tant que professeur, et que vous passiez beaucoup de temps à chercher du matériel, à l'adapter, à le modifier, etc. Ce qui voulait dire donc qu'il vous fallait, pour ainsi dire, des documents différents, plus adaptés aux enfants costariciens. Donc, nous avons fait une analyse du contexte. Nous avons créé alors une petite histoire de deux enfants, Simon et Léa, et leur vie quotidienne à l'école, chez eux, avec leurs amis. Et donc, ça, c'est le lien conducteur qui commence en primer año et après, ça continue en segundo año et tercer año. La durée qui avait été recommandée par les collègues, c'était maximum des audios, maximum d'une minute, 1 minute et demie. Et quelque chose je sais pas, que j'apprécie énormément, c'est que le nom du projet, c'est vous qui l'avez proposé, c'est vous qui avez voté pour que ça s'appelle à l'école. Donc, on voulait que ça parte, du connu des enfants, c'est-à-dire de l'école, des matières, de la récré, de toute cette thématique, mais aussi que les enfants puissent, en quelque sorte, découvrir la culture française et plus tard les cultures francophones grâce aux audios. Quelque chose que j'aimerais bien souligner, que je le souligne à chaque fois, c'est que à l'école, ce n'est pas une méthode, c'est une batterie de ressources qui sont à votre disponibilité et aussi à disposition des enfants, bien évidemment. Siguiente, por favor. Les étapes pour la création de l'école, bon, c'est bien compliqué comme vous pouvez constater. On a fait à peu près les ressources, ça nous prend à peu près 1 an, plus la validation. Donc, comme étape 1, bien sûr, quel est notre point de départ? Les programmes officiels du ministère de l'Éducation. C'est à partir des programmes que nous faisons un choix de quelques savoir-faire ou des objectifs que l'on veut aborder à travers les audios.
Ensuite, on s'est mis à rédiger les scénarios quand il s'agit des dialogues ou à rédiger le contenu des audios que nous avions envie de faire et de planifier, tout en suivant les recommandations que vous nous aviez faites. Donc, vous vouliez des dialogues, mais vous vouliez aussi des listes des mots. Après, je vais vous expliquer pourquoi on ne l'appelle pas des listes des mots. Vous nous aviez demandé des exercices oraux, des exercices de langue oraux. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi. Ensuite, on s'est mis à faire la didactisation de ces audios, c'est-à-dire des activités à partir des scénarios et des savoir-faire, pour passer ensuite à la partie la plus compliquée, qui est l'enregistrement des audios. Pourquoi compliqué? Vous allez dire, eh bien, parce que c'est avec des enfants. On nous a proposé 1000 fois d'utiliser des voix générées par l'intelligence artificielle. Et on a voulu que ce soit des enfants, des vrais enfants. Et malheureusement, je veux dire, ben, c'est beaucoup plus compliqué, n'est-ce pas, avec des enfants, parce que c'est des mineurs. Il y a les droits de leur voix qui sont là, bien sûr, mais il y a aussi d'autres problèmes d'ordre logistique. Donc, il s'avère que nous faisons des enregistrements ben, quand ils sont en vacances, quand les parents peuvent venir avec eux à l'université, etc. Et puis, bien évidemment, nous avons des soucis qui vont au-delà du temps et de la disponibilité des enfants, mais aussi d'infrastructures. Malheureusement, nous n'avons pas des studios spécialisés, n'est-ce pas, pour l'enregistrement des audios, mais on a fait de notre mieux. Heureusement qu'on a un ingénieur qui s'occupe de la qualité du son, etc. Siguiente. Nous avons ensuite une partie qui ne nous concerne pas directement, mais c'est la masterisation. Vous savez que la masterisation, c'est l'édition des audios. Ensuite, je ne dirais pas que c'est ensuite, mais en parallèle, l'ingénieur que nous avons a créé le site Internet que vous connaissez peut-être déjà, auquel vous êtes déjà entré. Nous avons un site Internet gratuit où vous devez vous inscrire une fois, juste quand vous entrez. Ah bon, et si vous voulez entrer de nouveau, il faut mettre de nouveau vos coordonnées. Mais vous pouvez tout télécharger. La partie 7, c'est une partie aussi qui prend énormément de temps. Ce sont les révisions finales. Il faut tout reprendre, les audios, avec le matériel écrit qu'on a fait, tout. Il faut tout reprendre. Et la partie 8, on y est encore, c'est les mises à jour. Les mises à jour, c'est très important parce que des fois, il y a des audios qui ne sont pas compatibles avec certains dispositifs. Donc, il faut qu'on les refasse, qu'on les modifie ou bien qu'on fasse des changements. Et comment nous faisons les mises à jour? C'est grâce à vous, c'est grâce à vos commentaires, grâce à vos suggestions que nous, pouvons mettre en place tous ces changements. Siguiente. Alors, comme je vous disais, à l'école, c'est une histoire commune. Pourquoi commune? Parce que ce sont deux enfants. Vous les voyez là, ils ont changé, premier año. On avait utilisé des images libres de droit d'auteur qu'on avait trouvées sur Internet. Là, grâce au soutien de l'université, nous avions obtenu des heures pour payer à une assistante d'une filière qui a à voir avec l'informatique et la création des ressources. Et donc, elle a réussi à créer, vraiment à créer Simon et Léa, qui sont les personnages principaux. Ce sont des enfants. Il y a d'autres personnages, évidemment. Il y a la maîtresse, il y a Sylvie, la maman de Simon. Et puis, en secondo año, vous allez voir qu'il y a aussi la famille de Léa, la famille de Simon, et notamment leurs animaux de compagnie, notamment Caramel, le chat de Simon, et Bella, la chienne de Léa. C'est intéressant parce que je vous ai déjà raconté que ce sont les enfants, eux, qui ont trouvé leur prénom, disons, qui ont décidé quel serait leur prénom en français, et pareil pour les animaux. Et où se passent les situations, comme je vous disais, comme le nom du projet l'annonce, tout se passe à l'école, en classe, lors des récréations, dans la rue, au parc, dans des commerces chez eux, aussi à la cantine. Donc là, je vous parle évidemment des dialogues, mais comme vous le savez, il y a des dialogues, mais il y a aussi d'autres ressources audio. Siguiente, por favor.
Avant de passer à découvrir pour certains, je pense notamment aux collègues des classes bilingues, ben peut-être que ça n'a pas été fait pour vous, mais peut-être que vous pouvez en profiter, on ne sait jamais. J'aimerais bien aujourd'hui vous parler de quelques bases pour l'acquisition d'une langue étrangère chez les enfants. Je pense que vous savez pas mal d'informations là-dessus, mais c'est bien quand même de reprendre ce que les neurosciences en disent, et bien sûr d'autres théories associées. J'aimerais bien vous rappeler, bien évidemment, que je ne suis pas une spécialiste dans le cerveau humain, mais ce sujet, disons que c'est mon dada actuellement, mettons-le comme ça, parce que ça donne énormément de pistes pour que nous puissions mieux travailler, pour rentabiliser le temps de nos classes, pour avoir pas mal de réponses aux questions que nous nous posons parfois. Pourquoi tel exercice n'a pas marché? Pourquoi, si les enfants connaissent par cœur la conjugaison du verbe être, pourquoi ils ne peuvent pas l'utiliser en contexte? Pourquoi ils ne produisent pas? Ben, les neurosciences nous donnent pas mal de pistes là-dessus. Donc, on va parler un peu du cerveau et je vais vous parler de 8 points de base, 8 points de repère dont nous devrions tenir, disons, en considération au moment de planifier nos cours. Siguiente, por favor. Anteriores, por favor. Hay que devolverse varias. Estamos ahí, perdón. Si estamos bien, disculpe. Avant de passer à ces théories, pardon. Siguiente. J'aimerais bien savoir que vous me disiez, voilà le chaudron. Vous êtes tous des sorciers et des sorcières, mais gentils. Si vous deviez formuler la potion magique pour créer des cours où vos élèves apprennent à communiquer, parce que là, il y a une grosse différence, quels ingrédients y mettriez-vous? Quels sont les ingrédients nécessaires pour que vos étudiants, vos élèves, parlent en français en classe de français? Alors là, j'aimerais bien quand même que vous leviez votre main pour ouvrir les micros et pour que les collègues du MEP puissent organiser la participation. Quels sont alors les ingrédients nécessaires pour créer des cours où vos élèves communiquent en français? Donc, vous levez les mains. Si vous voulez, pour ouvrir le micro, vous pouvez dire un mot, vous pouvez dire une phrase. Donc, Georgina, bonjour Georgina, quel plaisir. Vous pouvez lever vos mains, comme je vous ai dit. Et quand vous levez la main, après, on va vous activer le micro ou la caméra. Bonjour. Bonjour Georgina. Ça va? Très bien, très bien. Et toi? Merci. Et bonjour à tous. Et je crois que le mot principal, ça serait l'intérêt des enfants. Très bien. Tout le monde prend note parce que plus tard, on va parler de ça. Très bien. Et quoi d'autre? Quel autre ingrédient tu mettrais, Georgina? Juste l'intérêt. Non, je mettrais aussi peut-être la motivation en classe. Très bien, très bien. Donc, Georgina touche un point très important. Si on respecte les intérêts des enfants, on peut créer la motivation. Et donc, la production viendrait avec la motivation. C'est ça, Georgina? Merci. Très bien. Ensuite, il y a Evelyn aussi qui lève sa main. Madame, il y a une phrase au chat qui dit simulation de contexte. Eh bien, la simulation de contexte, je suppose que tout le monde est d'accord, c'est-à-dire, j'imagine, de contexte communicatif, n'est-ce pas? Simuler, faire des simulations, ça nous rappelle, par exemple, les jeux de rôle. Ça nous rappelle quoi d'autre? Ben oui, aller
ou je ne sais pas, acheter du pain, par exemple, aller acheter les cartes Pokémon, par exemple. Très bien. Donc, ça peut être des simulations. Donc, j'imagine que ce sont des situations qui se ressemblent le plus possible à la vie réelle. Super. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui aimeraient partager quels sont les ingrédients pour faire une potion magique, pour créer des super cours de langue qui invitent à communiquer? D'autres personnes? Jusqu'à présent, nous avons intérêt, motivation, simulation. Vous qui avez autant d'expérience, je vous connais pour la plupart, donc Monica Isabel aussi. Oui, Monica, bonjour. Je ne sais pas si Monica a écrit plutôt ce qu'elle voulait nous dire, mais on attend que Monica puisse parler. Il n'y a personne d'autre? Ah, Monica, elle nous dit que son microphone ne marche pas. Dommage. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre, n'oubliez pas que cet espace est pour vous. Donc, c'est grâce aux échanges que nous pouvons mieux donner des cours et améliorer. Donc, quelqu'un d'autre qui a quelque chose à partager? Alejandra Navarro aussi, elle veut nous dire quelque chose. Oui, Alejandra, on t'écoute. Bonjour à tous, merci. Bonjour. Bon, je dirais que le plaisir pour apprendre, c'est aussi un bon ingrédient pour ajouter. Très bien. Est-ce que tu associes ce plaisir aux émotions, par exemple? Franchement, il y a des jours qu'on dirait oui, mais il y a d'autres jours que ça ne va pas très bien. Oui, tu as raison. Alors, ça dépend des activités que tu proposes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et quelles activités tu crois qui peuvent, quel type d'activités peuvent inviter les enfants à parler? Bon, les jeux, parce Les jeux. qu'ils adorent jouer. Bien Oui. sûr. Et ils sont motivés. Les activités où les activités où il faut bouger plutôt. Très bien. Alors, n'oubliez pas tout ce dont on parle là. Intérêt, motivation, plaisir, les jeux, bouger. Et il y a des raisons. Merci beaucoup. Merci. Et il y a d'autres personnes? On va encore écouter 2 autres personnes. À vous, madame. Merci. 2 autres personnes qui veulent participer. Madame, Monica a écrit, à mon avis, il faut prendre en considération les besoins des élèves et les troubles d'apprentissage aussi. Très bien, très bien. Et on a de plus en plus de cas, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas spécialistes. Et donc, voilà, donc l'enseignant, il doit être aussi ouvert aux besoins particuliers des enfants et essayer d'adapter. L'adaptabilité, c'est aussi très important. Merci beaucoup. Merci, Monica. Et j'ai vu d'autres mains levées. Donc, on va peut-être écouter un autre collègue. Sinon, ça serait tout, Evelyn? Il n'y a pas d'autre... Non, madame, il y a une main levée, c'est celle de Iliana Alfaro. Ma tocaya, ok. Iliana Alfaro, bonjour. Comment ça va? J'imagine que Monsieur Mena est en train de régler les micros. Oui, parce que vous êtes beaucoup. Vous êtes presque 70 personnes. Donc, le temps de chercher, de trouver la personne. Donc, j'aimerais juste reprendre cette histoire des besoins. Nous allons voir dans quelques instants, à la lumière de neurosciences, ce qu'on nous en dit. Oui, il y en a là. Bonjour. Bonjour, comment ça va?
Oui, ça va bien, merci. Super. Et je pense que c'est important de prendre compte du contexte des étudiants. Tout à fait. Faire attention aussi au public, exactement, le public cible, et bien sûr les besoins des étudiants aussi. Excellent, très bien. Merci beaucoup pour tes idées. Merci. Bien sûr, sans le contexte, on ne peut rien faire. Ça ne sera pas possible de le faire parler si l'enseignant ne connaît pas bien le contexte des élèves. Notamment, comme je vous disais, avec les défis que nous avons de nos jours, non seulement du point de vue de besoins particuliers, mais de la réalité. Je me souviens quand j'étais professeur à l'université des cours de primaire, quand ça existait à la UCR, que vous me racontiez, quelques-uns parmi vous, que des fois vous avez des étudiants de 12 ans en tercer año ou de 15 ans en sexto año et que vous aviez du mal à les intégrer en classe, bien évidemment. Donc, le contexte est absolument nécessaire et important, sa compréhension, disons, au moment de planifier nos cours. Merci beaucoup. Siguiente, por favor. Donc là, on passe pas du coq à l'âne, mais regardez vos recettes, hein, si vous pensez à vos formulations, sont différentes, bien sûr. Mais, alors, ce que nous allons essayer de construire ce matin ou de revisiter, c'est la base commune de nos potions, d'accord? Siguiente, por favor. On va donc revenir à une vieille histoire. Je ne sais pas parce que vous êtes sans doute plus jeune que moi, évidemment, mais avant, on nous disait que les cerveaux se divisaient en deux hémisphères qui travaillaient de manière, comment dire, isolée, chaque hémisphère de son côté. Nous savons que le cerveau est l'organe central du système nerveux et bien sûr, il s'occupe de contrôler tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout. Le mouvement, les informations sensorielles, il gère les émotions, la pensée, la mémoire, absolument tout, via des milliards de neurones qui sont connectés. Comme je vous disais avant, on nous disait que le côté droit s'occupait de toute la partie artistique, créative et des habiletés que nous avons dans l'espace, donc imaginez la danse, le sport, etc. Tandis que l'hémisphère gauche s'occupait du langage, du calcul, de l'écriture, du raisonnement. On l'appelait l'hémisphère du raisonnement. Donc, l'hémisphère droit traite globalement les informations, n'est-ce pas, de manière générale, synthétique aussi spatiale, et l'hémisphère gauche traite les informations de manière analytique plutôt, verbale et successive. Ce qu'il faut retenir de nos jours, le neurosciences, ce n'est pas nouveau, hein, ça date des années 90, mais c'est très à la mode maintenant, heureusement, parce qu'il y avait beaucoup de mythes, et donc il y a encore beaucoup de mythes en relation avec cette histoire des deux hémisphères. N'oublions pas que à la lumière des nouvelles recherches qu'il y a eu dans ce domaine, on se rend compte en fait que les deux hémisphères œuvrent ensemble et non pas indépendamment. Donc ça c'est très important. Siguiente, por favor. Quant à l'apprentissage, là, on simplifie avec cette image, bien évidemment. Mais regardez comme c'est complexe. Le cerveau est tellement complexe. Nous avons des aires pour tout, pour le toucher, pour le goût, pour la vue, pour l'audition, pour l'odorat, pour nos sentiments, pour toute la partie motrice, toute la partie qui a à voir avec les émotions et les sensations. Donc, c'est un organe très complexe et on tient rarement compte lorsque nous étudions pour devenir enseignants de langue. On devrait tout savoir sur le cerveau et l'apprentissage en général. Siguiente, por favor. Avec les neurosciences, on a pas mal de concepts qui sont intéressants et importants. Aujourd'hui, je vais seulement aborder la plasticité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de vos études, qu'on disait que le cerveau avait cette plasticité quand on était enfant et qu'au fur et à mesure qu'on grandissait, cette plasticité s'arrêtait. Bon, c'est un mythe, en fait.
On doit se rappeler que le cerveau est particulièrement plastique, ce qui signifie qu'il est capable de s'adapter et de se modifier en réponse à de nouvelles expériences. C'est une information simple, mais qui est révolutionnaire. Donc, le cerveau s'adapte et se modifie selon les expériences que la personne a. Donc, imaginez l'impact positif, j'espère, que ça peut causer dans le cerveau d'un enfant l'apprentissage d'une langue, par exemple. Et c'est cette plasticité. Cette plasticité est essentielle pour apprendre des langues, car elle permet de développer des nouvelles connexions neuronales. On a parlé à un moment donné des neurones, et donc ça nous aide à multiplier les connexions en fonction de l'exposition à la langue, dans notre cas, évidemment. Donc, le cerveau, il est incroyable. Il faut remercier à notre cerveau tout ce qu'il fait. Le cerveau reçoit, bien sûr, des informations, mais il choisit ce qu'il veut stocker. Il transforme ces informations. Il adapte ces informations. Mais attention à cette information, il élimine ce dont il n'a pas besoin. Si, par exemple, vos enfants apprennent le verbe avoir, isolé comme ça, les formes je, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, et la semaine prochaine, vous leur demandez la conjugaison et ils ont oublié, ne pensez pas que c'est parce qu'ils sont à côté de la plaque. C'est parce que leur cerveau s'est dit, tiens, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, donc allez-y. Ça part. Le cerveau élimine, le cerveau trie. Il n'y avait rien de motivant, il n'y avait pas une phrase où ils exprimaient qu'ils avaient par exemple 8 ans. Donc, à quoi bon garder dans notre cerveau une information qui n'a pas la moindre utilité? Vous comprenez? Donc, retenons que les nouvelles connexions neuronales se font grâce aux nouvelles expériences. Siguiente, por favor. Et donc, je vous ai dit qu'on allait parler de 8 points importantissimes à tenir en considération au moment de planifier et au moment de réfléchir à l'enseignement des langues chez les enfants. En classique, l'oral d'abord, en classique que les théories abordent différemment. Selon les neurosciences, l'oral est toujours la première habileté que nous allons développer chez les enfants parce que c'est le premier mode d'expression linguistique, même en langue maternelle. N'oublions pas que l'oral, que les neurosciences montrent que l'oral est le premier mode d'expression suivi par l'écrit. Ce n'est pas l'inverse. Et les études en acquisition de langue montrent la même chose. Les neurosciences montrent, alors que les ondes du cerveau impliquées dans la production et la compréhension du langage, par exemple l'aire de Broca ou des Wernicke, s'activent lors des interactions orales. Les recherches de neurologues comme Gazzaniga, par exemple, indiquent que l'apprentissage d'une langue implique des processus de mémoire très importants et qui sont mieux développés grâce à l'oral, et notamment à l'interaction. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de cette histoire de la mémoire, mais on parle notamment des 2 types. Vous savez, la mémoire déclarative, donc explicite, quand vous demandez à un étudiant de réciter la conjugaison du verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, là, ça serait la mémoire déclarative ou explicite, parce qu'elle concerne les connaissances qui sont conscientes, ce que je peux dire. Mais nous savons la mémoire procédurale qui est encore plus intéressante et il faudrait que ça soit notre objectif à partir d'aujourd'hui, tout faire pour que nos étudiants, pour que nos élèves développent la mémoire procédurale qui a à voir avec le savoir-faire, qui a à voir avec la création d'automatismes. Et donc, pour parler une langue, il faut que le cerveau traite les informations, qu'il s'en approprie pour plus tard que les étudiants puissent parler.
Alors, nous allons essayer, dans la mesure du possible, de bénéficier les processus pour que la mémoire procédurale, donc dite implicite, se développe. Siguiente, por favor. Tout à l'heure, nous avons évoqué la motivation, l'intérêt. Le rôle des émotions est essentiel pour les neurosciences. Les émotions jouent un rôle clé dans l'apprentissage, pas seulement des langues, mais en général. Un environnement d'apprentissage positif et motivant, bien sûr qu'il va favoriser l'engagement des enfants et leur capacité à assimiler de nouvelles informations. On dit donc que l'engagement émotionnel facilite l'apprentissage. Et comment ça se fait? Surtout grâce à un espace où ils se sentent bien, où ils se sentent invités, pour ainsi dire, à prendre la parole. Et bien sûr, grâce à l'interaction et aux dynamiques issues du travail de l'oral. Vous voyez ce qu'on vient de voir. N'oublions pas que la motivation, c'est le résultat. La motivation, c'est un résultat. Vous pouvez motiver les étudiants avec une activité. L'étudiant, il va répondre à vos questions, il va être très enthousiaste et tout. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la motivation, que ça reste, hein, que ça existe après encore, après le cours. Les études de neurosciences affectives, comme notamment celle de Damasio, que je vous recommande d'ailleurs de lire, montrent que l'engagement émotionnel joue un rôle crucial dans l'apprentissage. Il convient de préciser alors que l'oral, qui est interactif, dynamique et tout, favorise, comme on vient de dire, des échanges qui peuvent susciter des émotions positives, renforçant ainsi la motivation. Il faudra alors proposer des cours qui visent avant tout la construction d'un espace sécurisant, où il n'y a pas de honte, où l'erreur n'est pas perçue comme quelque chose de mauvais, mais comme une opportunité d'apprendre, ou encore comme un échelon dans le processus d'apprentissage. Et donc, n'oublions pas que c'est grâce aux émotions que nous, en tant que professeurs, qu'enseignants, que nous pouvons aborder les différents styles d'apprentissage. Siguiente, por favor. Ensuite, nous avons l'apprentissage multimodal. Vous le savez très bien, tout à l'heure, quelqu'un a parlé des activités qui font bouger, des jeux, etc. Eh bien, les enfants apprennent mieux lorsqu'ils sont exposés à la langue à travers différents canaux sensoriels, c'est-à-dire à travers les audios, à travers les visuels, à travers le mouvement, tout ce qui a à voir avec le mouvement, bouger, donc tout ce qui est kinesthésique. Quelque chose de très intéressant pour les neurosciences, vous savez quel est le support le plus apprécié? Les vidéos, parce qu'il y a plusieurs canaux sensoriels qui sont activés, pour ainsi dire, en même temps. Vous savez l'ouïe et vous savez la vision. Attention à cela. Ça ne veut pas dire qu'en 40 minutes, vous allez proposer 4 documents différents ou 5 supports différents ou un jeu, aller à l'extérieur de la classe et en plus écouter une chanson et en plus une vidéo. Non. D'après les neurosciences, il faut bien choisir. Pour les neurosciences, c'est la qualité qui compte, pas la quantité. Donc, quand on dit proposer différents canaux sensoriels, c'est changer toutes les 2 semaines ou proposer une variété, mais pas une quantité énorme d'informations ou de ressources. Siguiente, por favor. Le 4e point que nous allons aborder, je dirais l'un des plus importants, c'est l'interaction sociale, qui est, selon moi, et ça c'est une opinion tout à fait personnelle, de plus en plus difficile, comment dire, pas en classe des langues, mais entre les élèves. Une interaction saine qui vise la convivialité en tant qu'être humain. Mais nous sommes certains que la langue est avant tout sociale. Elle se crée, elle change, et elle évolue grâce à l'interaction. Là, on peut rien dire là.
Selon les grands classiques, n'est-ce pas, Piaget et Vygotsky, le développement cognitif des enfants se fait d'abord et grâce à l'interaction sociale. Et n'oublions pas que c'est ce qui va créer des expériences concrètes. Et c'est grâce aux expériences concrètes que les enfants apprennent. Le neurosciences montre que l'apprentissage est renforcé, bien sûr, par des contextes où l'enfant peut interagir dans des situations, comme on a dit tout à l'heure, qui sont très près de l'authenticité. Donc, ça serait des simulations où l'on imite, pour ainsi dire, la vie réelle. Et bien évidemment, il faudra proposer des activités collaboratives, varier les modalités de travail, c'est-à-dire proposer des travaux en groupe, en individuel, en binôme, etc. Ben, l'interaction, ça va nous aider non seulement à développer des compétences linguistiques, mais je dirais que encore plus important, ça va nous aider à développer les compétences sociales, qui sont très importantes. Vous savez qu'il est très important pour avoir une potion magique des cours qui ont du succès, où nos enfants peuvent parler. Moi, je dirais que créer l'identité du groupe, pas en mettant des rôles ou des étiquettes aux enfants, mais en créant une cohésion de groupe, une cohérence du groupe, pour qu'ils se sentent en toute sécurité, pour qu'ils n'aient pas peur de s'exprimer. Donc, vous voyez que les 4 points que nous avons abordés jusqu'à présent sont une sorte d'engranage, n'est-ce pas? Ils sont tous une relation l'un avec l'autre. Siguiente, por favor. Un grand classique, raconter des histoires. Pourquoi je mets raconter avec R et avec Z? Pour vous obliger à raconter des histoires. Attention, raconter des histoires, ce n'est pas seulement arriver avec le livre, raconter les contes que tout le monde connaît. Non, c'est pas ça. Raconter des histoires, ça va au-delà du livre. Hein. Je ne suis pas contre le livre, non, non, non. C'est tout à fait le contraire. Mais souvenez-vous que pour les neurosciences, raconter des histoires est une pratique cruciale due à plusieurs facteurs. Le premier, ce sera la valeur de la voix. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus penser à votre exercice professionnel de la même manière. Vous allez être beaucoup plus reconnaissant envers vous. Vous savez que votre voix modèle le cerveau de vos enfants, de vos étudiants, de vos élèves. La voix transmet des émotions. Quand vous êtes en classe, vous parlez d'une certaine manière si vous êtes fâché, d'une certaine manière si vous voulez rigoler avec vos élèves, d'une certaine manière si vous expliquez. N'oubliez pas que c'est grâce à votre voix ou à cause de votre voix que l'apprentissage va être facilité ou bénéficié. Alors, la voix de celui qui raconte une histoire permet de découvrir la langue, permet d'entrer à la langue étrangère, de décoder cette langue, de la comprendre, d'où l'importance de jouer avec cette merveille que le bon Dieu nous a donnée, qui est notre voix, qui est notre machette pour travailler tous les jours. L'intonation, le volume, le débit, etc., jouer des rôles pour incarner des personnages, etc. Donc, la voix est, d'un côté, le modèle linguistique pour l'enfant et en même temps, vous allez stimuler avec votre belle voix le développement cérébral, favorisant la plasticité neuronale, le langage et bien sûr la cognition. Lorsque les enfants sont exposés à des récits courts, moyens ou un peu plus longs, en différentes étapes, ou juste 5 minutes à la fin de la classe ou avant de commencer la classe, ils activent de multiples zones du cerveau, notamment celles qui sont liées aux émotions et aux sens, ce qui améliore évidemment la mémoire à long terme. La compréhension des autres, et n'oublions pas, raconter des histoires, ça développe aussi l'empathie, même si c'est une anecdote que vous racontez. Les récits en soi sont un outil très puissant pour structurer la pensée et renforcer la sécurité affective. Du point de vue de l'enseignement des langues et de la didactique, n'oublions pas qu'une histoire, c'est le prétexte parfait pour enrichir le vocabulaire et les structures que nous savons. Les informations
sous forme de récits sont mieux mémorisés et plus faciles à retenir et à récupérer que les faits bruts. Écouter une histoire demande aussi une écoute active et demande quelque chose qui est très difficile de nos jours. Cet acte entraîne la capacité d'attention et de concentration, qui est, selon moi, et encore une fois, je vous parle là de mon point de vue ignorant peut-être, là oui, de ce que les sciences disent, mais comment dire, les enfants ont de plus en plus du mal à se concentrer pour de longues périodes de temps. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, surtout ceux qui travaillent avec des enfants depuis longtemps. Donc, les histoires, c'est une des manières, c'est une très belle astuce pour qu'ils soient capables de s'entraîner à se concentrer. Le moment en soi, quand on raconte une histoire, ce moment partagé, se passe souvent dans un cadre sécurisant. Et bien sûr qu'il va renforcer le lien entre les enseignants et les enfants et aussi entre les enfants. Ça peut être aussi des espaces d'interaction et ça peut favoriser un bon développement émotionnel. Un dernier point qui me semble importantissime, vous pouvez le voir ici en vert, c'est l'activation du cerveau créatif. Et je pense qu'il y a certaines activités qui nous donnent cette possibilité, mais les neurosciences en parlent là-dessus longuement. Grâce à une histoire, j'active la créativité des enfants. Pourquoi? Parce que les récits encouragent la visualisation interne mentale. On nous invite à créer un petit film personnel, ce qui stimule l'imagination et bien sûr, comme je viens de dire, la créativité. Ça, c'est génial quand même. Quand quelqu'un, souvenez-vous quand vous étiez petit, quand on vous racontait une anecdote de l'oncle qui était parti à la jungle, qui rencontrait, je ne sais pas, un jaguar, ou vous faisiez ce petit film, vous imaginiez, n'est-ce pas, l'oncle sans chemise, tout musclé, même si ça ne correspondait pas avec la réalité ou avec la vie réelle. Cet exercice, n'est-ce pas, de créer son petit film interne a des grands bénéfices. Donc, une petite suggestion à titre personnel, c'est varier encore une fois. Un jour, vous abordez l'histoire avec un livre, bien sûr, un album. Un autre jour, vous racontez, que ça soit juste votre voix. Un autre jour, vous apportez un objet, mais que ça ne soit pas toujours et forcément avec des livres, parce que je vous assure que ça va vous donner des bons résultats. Siguiente, por favor. Là, nous passons à une question très importante. Si nous avons une approche centrée sur la communication, et là je vous parle, là je vais aborder un peu ce qui se passe dans les programmes officiels du ministère de l'Éducation. Ce n'est pas une critique, attention, c'est juste la réalité. Si je vous demandais, est-ce que les programmes sont centrés sur la forme ou sur le sens? Et vous me répondez, là je vais vous dire que les programmes officiels se centrent sur les deux. Cependant, nous, en tant qu'enseignants, qu'est-ce que nous faisons? Prendre la liste des contenus. Et on prend le chemin, on suit le chemin de la forme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est que la forme? La forme, c'est les mots, le lexique, la grammaire, les verbes. Les sens, si j'approche la langue par les sens, je vais l'approcher toujours du point de vue communicatif. Donc, dans les programmes officiels, vous savez les deux. D'accord? Nous, en tant que professeurs, et je vous le dis par expérience et par des longues années d'observation de classe, de primaire et tout, la plupart des profs prennent le chemin de la forme. Siguiente, por favor. Gracias. Et là, bien sûr que la forme, comme je vous disais, c'est la correction, c'est les listes, c'est la conjugaison, c'est les règles. Nous allons essayer de privilégier, si nous partons d'une approche basée sur les neurosciences, le sens. Au lieu de dire qu'est-ce que tu as retenu de la... Non, quel est l'aliment que Simon a dit? On ne va pas dire. Vous n'allez pas dire sandwich, pomme,
vous allez vous centrer sur le message. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, si je pose la question « qu'est-ce qu'on dit ?» à quelle réponse je vais m'attendre? À une phrase complète. Pour le neurosciences, la phrase, c'est l'unité que je dois transmettre. Ce n'est pas le mot. J'apprends par phrase. Donc, les questions que je vais poser, que se passe-t-il? Qu'est-ce que je comprends? Alors, je vais pas éviter, mais pas se centrer seulement sur des questions fermées où la réponse soit un mot. Alors, écoutez le dialogue. Et quel fruit, de quel fruit il a parlé, Simon? Alors, vous allez dire pastèque, mandarine, casse. Alors, au lieu de cette phrase, qu'est-ce que je vais préférer? Quels sont les fruits que Simon aime? Alors, la réponse, ça sera « il aime la pastèque, la mandarine, etc. » Vous voyez, c'est donc, les deux doivent coexister, évidemment, mais nous allons essayer de bénéficier une approche centrée sur le sens. Donc, siguiente, por favor. Du point de vue du lexique, ça c'est très intéressant. On nous a appris, et c'est la tradition, si nous nous centrons sur la forme, nous allons présenter des listes de mots, des listes de mots. Alors, si je vous dis, faisons une liste où je demande à ChatGPT, s'il vous plaît, bon, pas s'il vous plaît, mais bon, on dit qu'il faut toujours être poli avec l'intelligence artificielle parce qu'on ne sait jamais les jours où ils seront contre nous, qu'on puisse leur dire, bon, on a été gentil, on a été poli avec vous, monsieur, madame, n'est-ce pas? Donc, si on se centre sur la forme, on va demander à ChatGPT, fais-moi une liste des 15 sports les plus pratiqués en France. Et je prends cette liste et je la balance à mes enfants. Donc, ça, c'est une liste qui est centrée uniquement sur la forme. Quel est le problème? Selon les neurosciences, quand on a une liste sémantique donc sur un même sujet, c'est que les mots, ils sont en concurrence les uns avec les autres. Je peux présenter une liste sémantique, mais je ne vais pas demander à mes enfants de tout mémoriser parce que ça peut créer, comme je vous dis, une concurrence, une confusion. Et le plus dangereux, c'est la mémorisation à court terme. Si vous avez une approche centrée sur la forme, qu'est-ce que ça veut dire? Que vos enfants seront capables, les enfants seront capables, vos élèves, d'avoir un 10 dans un quiz, dans un examen, mais ça ne va pas aller au-delà. Et qu'est-ce que nous voulons? C'est quoi le au-delà? La production. Si on se centre sur le sens, ok, on peut travailler une liste, mais on peut l'accompagner d'images. Et nous n'allons pas encourager seulement à la mémorisation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer d'autres modalités, vous vous souvenez, d'autres supports qui accompagnent le mot. Et plus important encore, il faut qu'il y ait divers contextes où les mots apparaissent. Selon les neurosciences, il faut qu'il y ait au moins 19 apparitions d'un mot pour qu'on le mémorise à long terme. Vous comprenez? Donc, si vous donnez une liste aux enfants et vous voulez qu'ils la mémorisent pour le lundi, ils vont le faire. Ils vont faire l'examen, ils vont avoir un 10, mais ils ne vont pas être capables de parler de leur goût ou de leur préférence par rapport à la nourriture, pour mettre un exemple. Alors, la répétition, oui, mais une répétition de phrases. Répétition, pas de la liste de mots comme un perroquet, mais quel est ton fruit préféré? Ah, j'adore l'ananas. Ah, j'adore, j'aime beaucoup. J'aime la pastèque, etc. Je vais encourager la répétition par phrase. Il faut que ça soit donc qu'il y ait une compréhension réelle, pas du mot isolé, mais dans un contexte syntaxique, donc dans une phrase. Et c'est une exposition à la langue qui vise, bien sûr, l'acquisition. Siguiente, por favor. Quant à la grammaire, c'est pareil. Nous sommes habitués à prendre des listes ou des conjugaisons isolées ou des structures isolées. Si nous avons une approche centrée sur la forme, donc l'étudiant, il va comprendre, ils sont très intelligents, nos enfants. Selon les neurosciences, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il se rend compte que le cours de français, c'est
chercher une règle et l'appliquer dans des exercices à trous, son cerveau va comprendre que ça, c'est l'effort qu'il doit faire. Donc, il va toujours être en une constante recherche des règles, ou de la conjugaison, ou de la structure. Dans ce cas-là, nous parlons d'un apprentissage compartimenté, donc divisé, qui ne fait pas une unité, vous comprenez? Et la langue, c'est un tout, où il y a la phonétique, le lexique, la grammaire, la partie pragmatique, tout intervient au même niveau. Il n'y a pas une partie plus importante qu'une autre. Mais n'oublions pas qu'avec les enfants, nous allons traiter la grammaire de manière implicite, de manière, comment dire, cachée. Bien sûr qu'un excellent étudiant, celui qui obtient toujours un 10, peut-être qu'il est capable de parler et de réutiliser les structures que vous étudiez avec eux en classe, mais c'est un élève peut-être qui obtient des 10 quand il fait un exercice de conjugaison ou de grammaire, mais il ne peut pas parler. Comment vous expliquez cela? Parce qu'il n'y a pas eu une centration sur le sens qui va au-delà du simple verbe, du simple article défini ou du partitif. Ça va au-delà. Donc, nous allons préférer une approche centrée sur le contexte, sur les sens, pour qu'il y ait, encore une fois, une compréhension réelle de tout ce qui se passe dans la situation. C'est pour cette raison que l'on conseille, attention parce que le neurosciences ne disent pas qu'il faut travailler avec des documents authentiques, pas forcément. Moi, je vous le conseille, comme toujours, vous me connaissez, vous le savez, que je suis une partante à 100%, une fan des documents authentiques, mais aussi des documents pédagogiques et aussi des interventions pédagogiques que vous créez pour vos étudiants avec un objectif précis. Donc, quand on parle d'utilisation réelle, c'est apprendre à vos enfants des structures qu'ils vont réutiliser dans la vraie vie. Vous comprenez? Alors, c'est très bien pour la mémoire de mémoriser un poème, on est tous d'accord. C'est un exercice que vous pouvez mettre en place, bien sûr. Mais le fait que vos enfants apprennent ou mémorisent un poème ne veut pas dire qu'ils soient capables de parler plus tard. D'accord? Siguiente, por favor. Et là, nous arrivons à la dernière, oui, je pense que c'est le dernier, oui, au dernier des conseils, des suggestions. Là, ce n'est pas proprement dit de neurosciences, mais je vous conseille de lire ce monsieur, Van Patten, 2003. Il nous propose la théorie de l'input compréhensible. Alors là, on va faire une petite révision des concepts quand vous étudiez avant. L'input, c'est les nouvelles informations. Par exemple, si vous allez enseigner à vos enfants, je ne sais pas, les quantités indéfinies pour dire quelque chose, quelle est la manière classique d'aborder ce sujet? Bien, avec une recette. Donc, je vais choisir une recette et grâce à cette recette, je vais présenter l'input, donc les nouvelles informations, pour que mes étudiants les analysent, s'en approprient et un jour qu'ils soient capables de parler. La production, ça s'appelle output. Donc, vous voyez input, output. L'output, c'est la production. Selon ce monsieur, il faut que l'input que vous présentez à vos enfants soit très bien choisi. Quand on parle de l'input compréhensible, c'est que vous, en tant que responsable des choix pédagogiques, que vous choisissiez des structures. Parce que là, oui, ça se marie avec les neurosciences. Si vous étudiez les quantités, vous allez présenter certains verbes. Je mange du de la D, je bois du de la D. Vous n'allez pas mettre de prime abord, j'aime la pastèque, parce que ça, c'est une structure qui n'a pas besoin, du partitif. Donc, si nous sommes en train d'enseigner le partitif et cette notion très complexe d'ailleurs de quantité zéro ou de quantité indéfinie, donc qu'est-ce que je vais apprendre à mes enfants? Je ne vais pas leur expliquer tout ça. Je vais présenter
Donc, une recette, un dialogue, quelque chose où il y ait de ces structures qui sont nécessaires et qui sont fréquentes en français pour aborder les quantités, d'accord? Donc, un input compréhensible, il est adapté à l'âge, adapté aux intérêts et surtout adapté du point de vue linguistique. Je vais présenter les structures que mes étudiants vont apprendre ensuite, d'accord? Donc, cet input doit être attirant, compréhensible, privilégier le contenu. Ça, c'est un conseil que l'on nous donne. Vous savez qu'il y a des mots en français que l'on appelle vides et des mots pleins. Donc, les mots pleins, ça serait les adjectifs grand, petit, et nous savons aussi des verbes manger, boire, dormir, etc. Ça, c'est deux exemples de mots qui ne sont pas vides, qui sont pleins de sens. Donc, on nous dit de privilégier. Pourquoi? Parce que ça va faire que nos enfants puissent imaginer l'action. Sinon, vous pouvez l'accompagner d'une image. Grâce à cette théorie de l'input compréhensible, on s'est rendu compte, bon, on le savait déjà avec les études d'acquisition des langues, que l'acquisition n'est pas linéaire. Chaque enfant avance de manière différente. Quand on parle d'acquisition, n'oublions pas, c'est le moment où les structures sortent toutes faites sans que je réfléchisse, sans que je conjugue dans ma tête. L'acquisition, c'est le top de top. C'est là où nous voulons arriver avec toute cette histoire de neurosciences. C'est changer du modèle d'apprentissage qui reste dans la connaissance de contenu et faire le pas, faire le saut vers l'acquisition, qui est la vraie production. Et donc, d'après Van Patten, c'est l'essence qui permet de découvrir la grammaire ou le lexique, etc., de manière implicite et la réutiliser. Alors, quelque chose de très important, c'est la petite phrase qui est en bas. L'output, donc la production, n'apparaît qu'une fois qu'une quantité suffisante d'input a été traitée. Combien de fois alors vous devez présenter une structure à mot, etc., pour que ça soit, disons, assimilé, dans le meilleur des cas, on a dit 19, 20 fois ou voire plus. Donc, vous ne pouvez pas prétendre que si vous enseignez aujourd'hui une structure, qu'elle soit assimilée pour demain et que les enfants puissent faire une phrase demain avec les partitifs dont on a parlé tout à l'heure, d'accord? Donc, c'est une fois qu'il y a eu assez de input ou assez de nouvelles informations présentées dans différents contextes, une fois que le cerveau a traité ces informations grâce à toutes les activités que vous allez proposer à différents moments de votre séquence pédagogique ou de votre unité didactique, que l'enfant pourra parler. Donc, ne soyez pas découragés parce que des fois, vous voulez que vos enfants apprennent du lexique et demain qu'ils l'utilisent. Non, il y a des étapes et ce n'est pas seulement les étapes que vous prévoyez. Ce n'est pas les étapes que vous prévoyez. Ce sont la langue, l'interlangue de l'enfant qui fait qu'on produise ou pas. Quelque chose de très important, c'est que les neurosciences partent du postulat qu'il faut que les enfants créent une grammaire interne. Tout ce que vous faites en classe, vous savez comment ça s'appelle? La grammaire externe. Vous pouvez faire plein d'efforts, vous pouvez planifier des classes parfaites, mais si l'enfant ne commence pas à développer, lui, dans sa tête, dans ses pensées, la grammaire interne, il ne pourra jamais être capable de produire. Vous voyez comme c'est important. Alors, grâce aux neurosciences, on sait que la planification est très importante pour les cours de langue. On sait qu'il faut prendre des décisions qui vont bénéficier l'apprentissage et l'acquisition. Mais quelle autre chose importante on a apprise? Que si l'enfant ne construit pas, lui, dans sa tête, son interlangue, je vais l'appeler comme ça, même si ça correspond à un autre cadre théorique, il doit créer, je dois faciliter le contexte pour qu'il soit capable de construire son habileté grammaticale interne, d'accord?
J'espère que tout le monde va bien. C'est très bizarre, n'est-ce pas, de ne pas avoir d'interaction. Je suis habituée à avoir plus d'interaction, mais je sais que ça, c'est un format différent. Donc, jusque-là, tout va bien. Si vous avez une question ou quelque chose, je sais que peut-être que c'est beaucoup d'informations pour certains. Pour d'autres, c'est juste une petite révision. Mais je vous invite vivement à tenir en considération, c'est cet aspect qu'on a abordé, j'avais dit 8 au départ, le 8e, mettons, c'est la création de cette grammaire interne. S'il n'y a pas de grammaire interne, il n'y aura jamais de production. Et ça, c'est, je pense, le plus grand défi que nous avons à l'heure actuelle. Siguiente, por favor. Après ce petit voyage théorique, je suis désolée, mais je ne voulais pas juste venir et vous parler des ressources que nous avons à votre disposition. Donc, à partir de ce que nous avons étudié, donc maintenant, nous allons passer à la 3e partie, qui est l'exploitation des ressources. Nous allons nous centrer sur l'unité 1 à la fin. On va vous donner l'accès pour entrer au site, mais j'aimerais bien qu'on voit ensemble et qu'on écoute ensemble certains documents. D'accord? Siguiente, por favor. Alors, pourquoi travailler des audios, vous allez me dire? Pourquoi Ileana nous parle de tout ça pour présenter juste des audios? Non, 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 ne croyez pas. Au moment de planifier les ressources à l'école, on a toute une partie de recherche que nous faisons et qui justifie en quelque sorte ce que nous vous proposons. Donc, l'activité neuronale est importante, bien sûr, quand on écoute. C'est pour ça que nous avons choisi de vous présenter des audios en plus de répondre en quelque sorte à vos besoins. Avec les documents qui sont des dialogues, bien sûr que nous voulons qu'il y ait une compréhension. Ça, c'est le plus important, qu'il y ait du contexte. D'accord? Et nous nous centrons bien sûr sur le sens général. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres ressources qui ne sont pas des dialogues, qui peuvent vous servir à d'autres activités que vous allez planifier. Siguiente, por favor. Parmi les ressources disponibles, on va le voir ensuite. Siguiente, por favor. Gracias. Nous avions en primer año 31 audios. Maintenant, pour segundo año, nous avons 40 audios. J'ai mis un astérisque parce qu'il y en a 3 qui sont encore en train d'être améliorés. Nous avons des dialogues imagiers sonores. Ne confondons pas avec la liste que je vous ai dit qu'il fallait pas éliminer, mais pas privilégier, parce que là, nous avons le mot, l'image et le son. Donc, on les appelle imagiers sonores. Et nous avons aussi des exercices, des jeux et des activités complémentaires. Pour l'utilisation des ressources, comme je vous dis encore une fois, c'est juste des ressources. Bien sûr que vous devez penser à votre contexte d'apprentissage, aux objectifs d'apprentissage et à l'étape de l'unité ou au moment où vous aimeriez utiliser une ressource ou une autre. N'oublions pas non plus que c'est à vous de didactiser la ressource audio que vous avez choisie. Nous, tout ce qu'on fait, c'est vous proposer des pistes possibles pour l'exploitation des audios. Siguiente. En visitant le site Internet, vous allez trouver 1, 2, 3, comme ça. Donc, primer año, segundo año, tercer año n'est pas encore fini, mais vous pouvez entrer primer año, segundo año. Siguiente. En cliquant sur le numéro, évidemment. Quand vous entrez, vous allez découvrir l'accès aux ressources. Vous avez les audios, le livret enseignant, les livrets élèves et vous avez aussi les ressources complémentaires. Les ressources complémentaires, c'est de flashcards, des memories, des dominos, etc.
et vous pouvez télécharger, siguiente, por favor. Vous pouvez télécharger, évidemment, là, les audios. Selon l'ingénieur, il est indispensable de les télécharger parce que la qualité est meilleure. Il ne vous recommande pas d'utiliser directement depuis le site Internet. Siguiente. Là, vous pouvez prendre une photo, si vous le souhaitez, de l'accès. Je sais que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà les ressources, mais c'était surtout pour les professeurs de bilingue, n'est-ce pas, qui ne connaissaient peut-être pas le projet. Si ça vous sert à quelque chose, j'en serais ravie et très contente. Surtout, ça peut être utilisé aussi avec les tout-petits. Donc là, vous pouvez découvrir les ressources. Et ici, très gentiment, via le chat, on vous a envoyé le lien. Siguiente, por favor. À retenir, très important là, le livret d'enseignants, c'est le orange. Siguiente. Et dans ce livret d'enseignants de primer año y segundo año, vous pouvez trouver un accompagnement, disons, et là, vous avez Valérie, la maîtresse, vous avez un accompagnement pour vous. Il y a les transcriptions qui sont pour vous, évidemment, ce n'est pas pour les enfants. Il y a des recommandations, il y a des variations des activités que nous proposons pour exploiter les audios. Il y a aussi quelques recommandations pour gérer le temps, pour gérer l'espace, pour varier les activités proposées et bien sûr pour les intégrer dans une démarche en particulier. Donc, le orange a des couleurs. Siguiente, por favor. Et l'autre, qui est pour les enfants, est en noir et blanc. Vous allez le voir, il est bleu clair. Pourquoi en noir et blanc, vous allez dire? Parce que c'est fait pour les photocopies, pour que vous puissiez tranquillement faire des photocopies. L'idée, ce n'est pas de tout imprimer pour eux, mais d'imprimer au fur et à mesure. Disons, si vous voulez vous servir de certaines activités, vous les imprimez il suffit peut-être seulement de les projeter si vous avez un rétroprojecteur en classe. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bon, en attendant, nous allons passer à écouter certaines audios. Donc, on va juste écouter 2 audios pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Et on va attendre que ça se fasse. Très bien. Donc là, je vous mets un exemple. Ça, c'était l'unité 1. C'est identifier les animaux de la ferme. N'oublions pas qu'avant, il y avait les animaux de compagnie. Donc, ça, c'est en quelque sorte un complément de ce qui avait été fait avant. Et l'audio, por favor. Donc, ici, écoutez juste ce que c'est. Ça, c'est pas ma voix, c'est rien. Audio 16. Écoute et coche l'animal que tu entends. A. Là, il suffit d'écouter et de cocher, tout simplement. C'est un exercice très simple. B. Mais où vous trouvez les sons faits par les animaux, n'est-ce pas? Ça peut causer surprise, ça peut causer diverses émotions. J'espère que pas de peur quand même, parce que quand je travaillais avec le Centre Infantil Laboratorio de l'université, une fois, on a fait une activité avec le son du loup et un enfant s'est mis à pleurer parce qu'il a eu peur du loup. Donc, on a essayé de ne pas mettre des animaux qui fassent peur aux enfants. Siguiente, por favor. G. On va l'arrêter, ce n'est pas grave, on va l'arrêter.
Et on va continuer. Ça, c'est donc un premier document. Audio 16. Écoute et coche l'animal que tu entends. Siguiente, por favor. Et ici, on va aborder, ça c'est l'activité 29 de l'audio 18. Là, c'est un dialogue. Donc, on va écouter le dialogue et vous allez voir, disons, les questions que nous proposons. El audio, por favor. Audio 18. Écoute le dialogue entre Simon et sa mère et réponds aux questions. Simon et sa maman sont dans la ferme de l'oncle Marc. Maman, regarde ce petit poussin. Il est trop mignon. Je peux l'adopter, s'il te plaît. Il est adorable, c'est vrai, mais un poussin, ça devient grand, tu sais. En plus, nous n'avons pas de jardin chez nous. Oh non. Et cette chèvre alors? Je pourrais la brosser tous les jours. C'est une belle idée, mais c'est encore pire, chérie. Une chèvre a besoin d'espace pour courir. Et si on prenait une poule, comme ça, elle nous donnerait des œufs. Ah, c'est une très bonne idée aussi, mais une poule toute seule, ça nuirait. Il en faudrait plusieurs. Et tu sais, s'en occuper tous les jours, ce n'est pas si simple. Oh, alors on peut adopter aucun animal? Pas aujourd'hui, mon cœur. Mais on peut revenir, d'accord? Promis? Oui, promis. Et puis, n'oublie pas Caramel, il t'attend à la maison. C'est vrai. Siguiente, por favor. Donc, là, c'est juste savoir où sont les personnages, n'est-ce pas? Si dans un zoo Audio 18. ou à la ferme. Écoute le dialogue. Donc là, il suffit de cocher les animaux que Simon veut adopter. Et après, on demande si la maman de Simon accepte d'adopter un animal de la ferme. Comme je vous ai dit au début, ça, c'est juste des suggestions. Évidemment qu'il y a tout un travail pédagogique qui se fait en amont. Il y a des gens qui peuvent me dire « Ah, mais c'est trop compliqué !» L'audio, le dialogue, je dis, il faudrait le travailler. Après, vous me dites ce que vous en pensez, parce que quelque chose qui aide énormément, c'est le bruitage. Tous les bruits, l'ambiance, etc. C'est pas si compliqué que ça, n'est-ce pas? Et donc, après, ça dépend de vous, comment vous allez l'aborder, d'accord? Mais ça c'est juste des idées. Siguiente, por favor. On ne va pas écouter les autres audios, mais c'était juste Audio pour 18. vous montrer. Écoute. Por cuestiones de tiempo no vamos a escuchar todos los audios. Gracias. L'activité 30, par exemple, ce qu'on vous propose, c'est des phrases. L'enfant n'a pas ces phrases, c'est vous qui les avez. C'est juste, il faut qu'il colorie les animaux selon la couleur qu'on dit. Donc, Caramel, le chat de Simon, est orange. Donc, il va prendre le crayon orange, il va colorier. Le lapin est gris, donc il va colorier en gris. Vous voyez, ce n'est pas un dialogue, c'est des phrases. C'est des phrases, d'accord? Siguiente, por favor. Audio 19. Dans le cas de l'activité 31, ici, vous voyez, il s'agit juste d'écouter et entourer l'image de l'animal dont on parle. Este audio sí lo vamos a escuchar la primera, por favor. Gracias. Juste le A pour que vous voyez un peu ce que ça donne. De quel animal parle-t-on? Écoute et entoure l'image de l'animal dont on parle. A. Mon oncle a une vache. Vous voyez, donc c'est comprendre B. le mot vache. Le chat de Simon s'appelle Caramel. Vache. Et donc le chat de Simon s'appelle Caramel, C. etc. Voici Siguiente, por Bella, favor. la chienne de Léa. À partir, je sais que ça a été très vite, mais vous savez que malheureusement, le temps est notre pire ennemi. À partir des ressources que nous venons d'analyser, quels éléments de neurosciences retrouve-t-on dans ces activités selon vous? Est-ce qu'il y a des petits clins d'œil à ce que nous venons d'aborder? Attention, je ne dis pas que ça soit parfait ou que ça soit, n'est-ce pas, mais on a essayé dans la mesure du possible de proposer des audios qui puissent, disons, se coller, matcher avec certains, pas tous, certains
éléments des neurosciences et de la didactique des langues pour enfants en général. Donc là, j'aimerais bien vous écouter ou que vous écriviez si vous avez des réponses à ces questions. Par exemple, à la première, quels éléments retrouve-t-on dans ces activités ou ressources? La première question, c'est celle qui m'intéresse parce qu'on ne va pas avoir le temps d'aborder le reste. Donc, la première et la troisième question, c'est les questions qui m'intéressent. Si quelqu'un veut partager son point de vue, s'il vous plaît, il suffit de lever la main, s'il vous plaît. Personne? J'espère que vous n'êtes pas endormi. J'espère. J'espère que tout va bien. Ou vous pouvez écrire dans le chat. Et quelqu'un qui rigole, c'est bien. Ça me fait sentir accompagnée parce que... Donc, est-ce que quelqu'un pourrait nous dire s'il y a des éléments? Ok, très bien. Alors, bénéficier, la mémoire, très bien. La mémoire, oui, mais en contexte, n'oublions pas, très bien. Georgina, tu veux participer? Et je dirais Oui, que la priorisation de l'oral à la compréhension orale. Tu peux répéter, pardon, la première partie, je n'ai pas écouté. On a priorisé la compréhension orale. Tout le à premier fait, point merci. de la priorisation de l'oral. Merci beaucoup. Oui, très bien, super. Donc, prioriser l'oral. La question multimodale, vous vous souvenez, parce que nous avons son et image, ok? Quoi d'autre? Il y a certaines choses de la potion magique que vous m'aviez dit tout à l'heure qui pourraient être repris. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Quelques-uns ont mis la mémoire, bien sûr. La mémoire, bien sûr. Mais la mémoire, les connaissances préalables, très bien. Les onomatopées, merci Kimberly, bien sûr. Bien évidemment, activer, souvenez-vous, il faut toujours activer ce qu'ils connaissent déjà ou faire découvrir pour après ajouter de nouvelles connaissances, créer de nouvelles connexions neuronales. Ça, c'est le plus important. Très bien. Alors, l'imagier sonore, on n'a pas pu l'écouter pour des questions de temps, mais regardez la troisième question. Pourquoi proposer un exercice qui mélange couleurs et nouveau lexique? C'était l'audio pour qu'il colorie la couleur de l'animal. Quel serait le sens? Pourquoi proposer une ressource comme celle-ci? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Madame, je crois que cela pourrait bénéficier la mémoire procédurale, c'est-à-dire qu'ils vont réinvestir, au fur et à mesure qu'il avance, les connaissances. Tout à fait. Donc, les couleurs, on les avait déjà abordées en premier année, n'est-ce pas? Et ça se marie avec le nouveau lexique. Pas besoin de faire toute une classe sur les couleurs, mais peut-être voir si le contexte et si les connaissances préalables qu'ils ont par rapport aux couleurs habituelles des animaux, parce que je sais qu'un cochon peut être jaune dans le monde imaginaire des enfants, mais pourquoi ne pas faire appel justement aux connaissances qu'ils ont et pour savoir s'ils se rappellent. Merci beaucoup. Madame, aussi, oui. Il y a un commentaire pour relier les sujets et contextualiser. Bien sûr. Donner du contexte toujours. Donc, à partir d'aujourd'hui, essayons de penser toujours en fonction du contexte et pas en mots isolés, n'est-ce pas? Sans doute, les collègues du projet bilingue ont une méthodologie tout à fait différente. Ça, je sais, je reconnais. Et peut-être que ça serait bien qu'ils partagent aussi leur avis et leur opinion par rapport à tout cela, parce que eux, ils travaillent beaucoup par le contexte. Ils ne peuvent pas s'arrêter à chaque mot. Ils travaillent déjà en fonction du sens et pas forcément au niveau de la forme. Bon, bien sûr qu'à certains moments, oui, mais pas dans la partie fleuve français langue étrangère. Millet nous dit aussi que ça permet de privilégier le sens. Et quoi d'autre, Evelyne? Parce que j'ai réussi pas, j'ai pas réussi à lire. Les sons et le vocabulaire en contexte et la compréhension réelle. Tout à fait, tout à fait. Et par rapport au dialogue, par exemple, est-ce qu'un enfant au Costa Rica, est-ce qu'il pourrait aller à une ferme de quelqu'un? Est-ce que ça pourrait arriver?
Est-ce que c'est un contexte auquel ils pourraient être exposés? Les enfants de Heredia, de San José, d'ailleurs. Oui, s'ils sont à la campagne, peut-être que quelqu'un de leur famille a une ferme ou des animaux, ou que chez eux, ils ont des animaux, ou c'est très à la mode maintenant, même pour les fêtes, n'est-ce pas, d'anniversaire, qu'ils aillent voir une ferme, etc. Et je pense qu'il faut partir aussi des universels, n'est-ce pas? La plupart des enfants adorent les animaux, n'est-ce pas? Donc, après, il y a d'autres activités qu'on vous propose. C'est à vous de les réorganiser, à vous de dire, ah non, ça, je le ferai ici, je le ferai là. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une méthode, ce sont des idées d'exploitation des ressources. Merci beaucoup de votre participation. Et siguiente, por favor. La liaison du son, merci Minerva, avec l'image, bien sûr, l'approche émotionnelle aussi. Donc là, je vous fais un résumé de ce que je viens de dire, n'est-ce pas? L'audio, c'est le 18, pas le 20. C'est une simulation, comme on disait, de l'authentique, n'est-ce pas? L'association d'image et sens. N'oubliez pas, pour les imagiers sonores, après que vous aurez le temps d'aborder, de proposer des activités à partir des sons. Siguiente, por favor. Madame, Minerva a ajouté aussi que la leçon du son avec l'image donne une certaine approche émotionnelle liée à l'apprentissage de la langue étrangère. Tout à fait. C'est toujours présent. La tendresse, les bons souvenirs, les mauvais souvenirs. Moi, quand j'aborde le thème des animaux, notamment avec des enfants, vous savez qu'il y a toujours des souvenirs qu'on aimerait éliminer de notre mémoire, n'est-ce pas, à long terme, parce qu'il y a toujours des histoires dans toutes les familles, n'est-ce pas? Des choses terribles qui se passent avec les animaux et les enfants. Mais bon, ça, on va omettre. On veut traumatiser personne. Au contraire, ce qu'on veut, c'est construire, n'est-ce pas, de bons souvenirs, n'est-ce pas, de la classe de français, pas des mauvais. C'est pas l'histoire d'horreur qu'on va leur raconter. Donc, juste un petit résumé. Pour les audios, il y a des objectifs pour chaque audio. On ne les a pas mis pour vous, pour pas vous, parce que vous êtes des experts quand même. Mais par exemple, les sons des animaux, où il y avait seulement les onomatopées, c'est reconnaître les animaux de la ferme au moyen des sons qu'ils font, tout simplement. C'est introduire le sujet. À vous de proposer d'autres activités super créatives, n'est-ce pas? Le 17 que nous n'avons pas écouté, c'est l'imagier sonore, c'est un choix qui a été fait, mais un petit choix, vous allez voir 6, 7 animaux, pas 30 ni 40, d'accord? Parce que sinon, on tombe du côté du souci de la forme uniquement. Et si on veut qu'ils apprennent, donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils identifient? Ben, l'animal qu'ils aiment, l'animal qu'ils préfèrent, par exemple. L'audio 18, c'est le dialogue qu'on a écouté. Mais l'objectif, ce serait comprendre une situation communicative partant sur les animaux de la ferme. Et bon, vous allez voir que Simon, il insiste. Et voyez un petit problème, avantage. C'est un problème et un avantage. Il parle de Caramel. La maman, comme elle ne veut adopter aucun animal, à la fin, il lui dit, mais souviens-toi qu'il y a Caramel à la maison. Donc, vous voyez qu'il y a une suite de l'histoire de Simon, n'est-ce pas? Donc, pour savoir qui est Caramel, il aurait fallu écouter à l'avance tous les autres audios qu'il y a, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez prendre juste les dialogues et dans les dialogues, vous trouverez un lien. L'audio 19, c'était des phrases, comme je vous ai dit, pour identifier les couleurs en contexte. Pourquoi on vous a proposé ça? Pour que ça ne soit pas toujours votre voix, d'accord? Vous pouvez le lire, mais si vous voulez, vous mettez l'audio. Et il y a Stéphanie et moi et Dario et Maria Pia, tous qui faisons les voix de tout. L'audio 20, c'est des phrases, mais là, l'objectif est différent, c'est identifier l'image et le nom de l'animal. Siguiente, por favor. Là, on va bientôt finir. Ça passe vite, toujours, n'est-ce pas? Là, ce que je vous propose avant de passer aux commentaires, c'est un petit exercice en autonomie. J'espère que vous avez pu entrer au site Internet. Vous avez toute la journée aujourd'hui pour le faire. Pas de problème. Ça va vous prendre 10 minutes, peut-être. Même pas 20. Siguiente, por favor. Gracias. Là, je vous propose un petit exercice en autonomie. On va revenir à l'histoire de la potion magique, d'accord? Vous allez entrer à un Padlet. On va aller voir dans quelques instants
comment ça marche, n'est-ce pas? Vous allez présenter votre potion magique pour créer des cours où vos élèves apprennent à communiquer en français tenant compte de ce qui a été abordé dans cette formation. Vous pouvez ajouter l'image de votre potion, l'inventer, faire un dessin ou une image qui illustre le contenu. Par exemple, quelqu'un qui a parlé de motivation, un visage souriant, par exemple, quelque chose comme ça. Et vous allez parler vite fait de 2 informations que vous avez retenues de ce matin, de ce que je vous ai dit, de tout ce que je vous ai raconté, toutes les salades que je vous ai racontées. Mais vous allez dire, ah tiens, je ne savais pas ça, ah tiens, ça je savais, mais je pense que voilà. Donc ça va vous prendre, je dirais, 10 minutes maximum, s'il vous plaît. N'oubliez pas de mettre votre prénom et l'école où vous travaillez. Ça va nous servir d'évidence pour ce que nous avons fait ce matin. Ceux qui me connaissent savent que ce que je préfère, c'est l'interaction. Ici, je vous ai senti présent. Merci de toute votre participation au cours de cette heure, oh là là, bientôt 2 heures. Donc, siguiente, por favor. Là, je vous propose le lien pour entrer au Padlet. On va voir. Siguiente, por favor. Là, Monsieur Mena vient de vous partager le lien pour entrer au Padlet. Et ici, on va le voir. Hein. Il va nous partager. Ça se voit comme ça. Ouh là là, ça se voit très petit. Mais vous savez, la même, gracias. Vous savez, la même consigne que je vous ai donnée tout à l'heure. Elle est là sur le site. Donc, vous voyez en bas à droite un cercle vert avec un plus, un signe de plus. Donc, vous cliquez sur le plus et vous ajoutez votre intervention. Attention, parce que sur la première ligne, vous allez écrire votre nom et votre prénom. C'est en bas que vous pouvez ajouter l'image et écrire ce que vous voulez écrire. Et je pense qu'il faudrait profiter de ces espaces, même en ligne, que nous avons pour échanger avec nos collègues. Donc, vous avez accès au projet et vous avez aussi accès à ce Padlet. Je vais vous envoyer tout après. Aujourd'hui, je vais attendre jusqu'au soir et demain matin, je vous enverrai les interactions et vos interventions qui vont rester là à vie, j'espère. Donc, je vous remercie énormément de votre attention et de votre participation. Ya podemos dejar de compartir. Gracias. Et j'aimerais bien que nous passions à la partie des commentaires, s'il y en a, ou des ici, vous savez, aussi pour entrer plus facilement, pour accéder plus facilement. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, etc., ben, ils sont les bienvenus. Nous avons encore quelques minutes. Je vous remercie. Madame Alejandra Navarro a écrit « Merci beaucoup ». Ah, ok. Merci à vous. Merci à vous. Je sais que vous êtes public captif ce matin, mais vous êtes un public, comme d'habitude, très accueillant, très gentil. Et donc, bon, vous le savez, pour la plupart, n'est-ce pas, je vous connais presque la plupart. Pour moi, c'est un honneur d'être là et de vous accompagner. Et vous savez qu'on est à la disposition à l'Université du Costa Rica, toujours avec l'action sociale, pour vous soutenir. Et souvenez-vous que nous avons aussi des formations à la carte. C'est-à-dire que vous pouvez demander via les conseillères pédagogiques, vous pouvez demander à avoir des formations sur différents sujets qui vous intéressent. Avec grand plaisir, Anna. Il n'y a pas de questions, non, vous êtes vraiment sage. Il est très tôt, vous allez me dire. Il est très tôt, on a commencé très tôt. Muchísimas gracias, doña Iliana, por todas las ideas brindadas y desarrolladas. Esperemos que haya sido de provecho para todos los participantes. Muchísimas gracias.
Para continuar con el evento, ahora iniciamos el espacio de comentarios y respuestas a cargo de la señora Evelyn Garita. Bienvenida, doña Evelyn, adelante. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de partager avec vous et j'ai déjà lu quelques commentaires. Francini, Maria Garcia, Ami, et merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous écouter, madame. Je suis complètement d'accord. Et Ana Arieta, Ami, muchas gracias, excelente. Et ce sont les commentaires que nous avons sur le chat. Merci beaucoup, merci à vous, comme je vous disais, d'avoir été attentif et attentive. Je peux vous passer après la bibliographie qui est très importante, qui est très, comment dire, il y a des textes incompréhensibles, mais je vous fais part de ceux qui sont compréhensibles. Et il est très important que vous ayez, ça fait partie de mes conclusions. Là, mes conclusions sont très simples. La première, n'oublions pas qu'il y a tout un tas de référents théoriques qui sont importants. Des fois, on a peur d'aborder les théories ou de se dire « Ah non, j'ai pas le temps. Ah non ». Quand on se rend compte que ça peut faciliter notre vie, donc il faut y aller directement. Donc, n'oublions pas la primauté de l'oral, l'importance des émotions et de l'interaction. Cette histoire de input compréhensible, parfois on exagère avec ce que nous proposons comme document déclencheur à nos étudiants ou différentes ressources. Des fois, on croit que plus, ça va donner un meilleur résultat et parfois non. C'est un bon choix fait bien conscient. Pensez plutôt à l'acquisition, que ce sera notre but, pas l'apprentissage de la langue, parce qu'on a dit que l'apprentissage, selon cette perspective, se centre sur le contenu et sur la liste des checks, tandis que l'acquisition, c'est la production réelle, sans réflexion, qui fait déjà partie de notre cerveau. Et donc, n'oublions pas, parfois on met de côté les histoires, raconter des histoires et tout, parce que ça fait vieux. N'oublions pas ce que je vous disais tout à l'heure de la création de ce petit film personnel, la créativité. Que notre classe de français soit toujours un endroit où nos étudiants réfléchissent, où ils se forment au-delà de la langue. Et je sais que vous êtes tous excellents, que vous êtes tous passionnés par ce que vous faites. Et donc, il va falloir qu'on transmette cette passion à ces nouvelles générations qui ont des très bonnes choses aussi, vous serez d'accord avec moi, mais qui ont besoin de nous et que quelqu'un leur transmette des valeurs et la passion par le travail que nous faisons, n'est-ce pas? Merci Madame, beaucoup. Excusez-moi, il y a 2 commentaires sur le chat. Gabriela Wando, et elle dit « Je suis très contente d'avoir partagé cet atelier avec vous. On apprend beaucoup tout le temps avec Madame Iliana. » Et c'est vrai. Et Kimberly Mejias, si on a un groupe de la 3e année qui part un peu déjà et on a un nouveau élève, quel conseil vous donnerez? Mon Dieu, le pauvre Oui. nouvel élève, et l'enseignant et les camarades. Moi, je dirais que dans 5 cas comme celui-là, que mes collègues me corrigent ou ajoutent d'autres idées, parce que ça va plus du point de vue de l'expérience que du point de vue académique. Moi, je dirais qu'une grande partie de son adaptation, ça va dépendre de l'ambiance qu'il y ait en classe, de l'identité du groupe qui a été construite en amont. Est-ce que c'est un groupe respectueux? Est-ce que c'est un groupe solidaire? Est-ce qu'il serait prêt à aider ce nouvel étudiant? Comment ils l'ont accueilli? Moi, je me poserai plein de questions. D'abord, par rapport au contexte. Et ensuite, il va falloir que tu fasses, Kimberly, un peu d'apprentissage différencié, n'est-ce pas? L'aider un peu, mais qu'il se sente en liberté et surtout, qu'il sache que l'apprentissage de la langue se fait petit à petit, malgré tous les systèmes que vous devez remplir, malgré toute la partie administrative, qu'il commence petit à petit et qu'il s'adapte. Je suis sûre qu'avec toi, il va le faire super bien. Mais malheureusement, du point de vue scientifique, je n'ai pas de réponse. Mais je dirais donc que, pour résumer, une grande partie, ça sera l'ambiance du groupe. Comment il va se sentir?
le mettre, qu'il se sente dans une ambiance d'assurance, de tranquillité et où il y ait beaucoup de solidarité. Merci Kimberly pour la question. Muchísimas gracias a todos los participantes por todas las consultas y comentarios realizados. También agradecemos a doña Iliana y doña Evelyn. Janori, disculpe un momentito. Disculpe, Janori. Es que hay otro comentario. J'ai bien aimé la formation. Merci de votre travail avec la création de ce projet. Il m'inquiète parfois, es un comentario de Katia Brenes, et il m'inquiète parfois le temps qu'on a pour approfondir dans les contenus du programme par rapport à bien acquérir les apprentissages selon ce qu'on a vu. Bien sûr, Katia. Le mot-clé, Katia, c'est choix. Le choix. On dit que l'une des professions où l'on prend le plus de décisions, c'est les enseignants. Moi, je pense que c'est le choix. Il va falloir que tu choisisses, que tu accomplisses des objectifs généraux et on pourrait faire toute une formation là-dedans, mais les neurosciences traitent les cas comme le nôtre, avec le public captif, d'une manière complètement différente. La première chose qu'ils disent, c'est que ça ne marche pas très bien pour la production si vous n'avez qu'une classe par jour de 30 ou 40 minutes, qu'il faudrait avoir plus de temps réel de classe. Et vous savez bien que la leçon de 40 minutes, c'est réduit à 20 minutes de classe parfois. Et parfois, vous savez, une seule leçon. L'idéal, ce serait d'avoir 2 d'affilée et après 3 d'affilée si vous en avez encore 5. Mais le temps, c'est la clé et la distribution du temps. Parce que sinon, vous savez l'idée qu'à chaque fois que vous voyez vos étudiants, vous répétez, vous recommencez de zéro. Donc, je pense que 2 aspects à tenir en considération. 1, une planification ubicada, comme on dirait en espagnol, bien ubicada, dans le contexte où nous travaillons malheureusement. Et le choix, choisir. Tu ne peux pas faire tout ce que l'on propose dans les programmes. Ce n'est pas une critique, c'est la réalité, n'est-ce pas? On ne peut pas tout faire dans le temps que nous avons pour faire court et en plus faire toute la partie administrative, n'est-ce pas? J'espère qu'avec cette idée de réduire le nombre d'étudiants par classe, que ça va s'améliorer. Mais encore, il faudra voir. Merci, Katia. C'est une inquiétude de tout le monde, le temps, Katia. Ne pense pas qu'il n'y a que toi, il y a tout le monde. Merci beaucoup. Gracias, doña Janori. Ya estamos. ¿Ya estamos? Ok. Doña Evelyn, ¿no hay ninguna otra consulta? No, señora, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces agradecemos igual a todos los participantes por todos sus comentarios realizados. Agradecemos a doña Iliana y a doña Evelyn por el trabajo y la exposición, ¿verdad? Esperamos que haya sido de provecho para todos los participantes. De igual manera, agradecemos a todas las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública que se conectaron en el webinario. Les recordamos llenar la asistencia del evento, la cual se encuentra en el chat, y recordarles que este webinario queda disponible en el canal de YouTube del IDP. También les recuerdo consultar el sitio web de formación permanente. De esta manera, damos concluida la presente actividad y reitero nuestro agradecimiento. Les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias.